Il y a un sujet dont on parle pas beaucoup et qui en même temps est très présent, peut-être même dans votre propre famille, c'est les problèmes psychiatriques, parfois psychologiques, des enfants et des adolescents. C'est pas un sujet rigolo et c'est sans doute aussi pour ça que personne n'en parle ou qu'on en parle très peu finalement dans les médias. Alors qu'en fait c'est une réalité. Aujourd'hui on a un quart des jeunes femmes qui ont des problèmes psychologiques, voire psychiatriques. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un journaliste qui s'appelle Jérôme Collin, qui a écrit un roman qui s'appelle Les Dragons, que j'ai trouvé admirable, vraiment très prenant. Et ensemble, on va parler de ce sujet, qui est un peu lourd, je vous l'accorde. Mais en même temps, on va essayer de comprendre pourquoi les jeunes, et voire de plus en plus jeunes, ont des problèmes lourds de psychiatrie ou de psychologie. Comment et qu'est-ce que ces jeunes pensent ? Pourquoi on en arrive là ? Est-ce que c'est l'impact de la société ? Est-ce que c'est l'impact du capitalisme ? Est-ce que ces enfants sont anormaux, peut-être ? Vous allez voir, c'est une discussion assez touchante que moi j'ai beaucoup aimée. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Jérôme. Bonjour. Comment tu te sens aujourd'hui ? Bon, moi je suis belge et je suis à Paris là, donc je suis toujours content d'être à Paris, donc ça va mieux que d'habitude. C'est une question qui n'a jamais eu autant de sens dans ce podcast, puisqu'on va parler de psychiatrie. Ouais. Et on va parler de la psychiatrie des adolescents, qui est un sujet finalement qui est extrêmement présent, mais dont on ne parle pas beaucoup, j'ai l'impression, étrangement. Il est extrêmement présent dans nos vies, parce qu'on a tous de plus en plus, et c'est de ça qu'il faut s'inquiéter, des jeunes qui vont mal autour de nous. Or, on voit que les grands médias ne s'emparent pas de la question. Et ça, c'est extrêmement inquiétant, je trouve. Et une de mes explications, c'est qu'en fait, ça fait peur aux adultes. C'est-à-dire que les adultes, par exemple avec mon livre, Les Dragons, là, qui raconte l'histoire d'amour entre deux ados dans un centre psychiatrique, et la fille, en l'occurrence, elle est déjà en train de passer une étape, à savoir qu'elle a envie de mourir, elle veut plus vivre dans ce monde-ci. Eh bien, cette question-là, elle terrifie les adultes. Et il y a beaucoup de gens qui me disent, est-ce qu'il faut faire lire ce livre aux gens de 16, 17, 18 ans ? Et moi, j'ai posé la question à des psychiatres, évidemment, parce que je me sens responsable du livre que j'ai écrit. Et les psychiatres, ça les fait marrer. Ils disent, évidemment que oui. C'est un livre qui fait peur aux adultes, mais les enfants et les jeunes, les ados qui le lisent, ils savent très bien dans quel monde ils vivent. C'est pas du tout un livre qui leur fait peur. On voit que c'est une question qui fait peur à nous, à notre génération, celle des adultes. Pourquoi tu as décidé de t'emparer de ce sujet ? C'est ton 3e livre, c'est ça, ouais. Si je ne me trompe pas. Pourquoi tu as décidé de parler de psychiatrie adolescente ? Pour 3 raisons principales. Parce que j'ai été un ado massivement renvoyé de l'école, moi, quand j'étais gamin, parce que je faisais du bruit. Et qu'on me disait de me taire. Alors j'y arrivais 2 minutes, mais à la 3e, je craquais. Je dérangeais. Parce que j'ai eu 3 enfants qui ont traversé l'adolescence. J'ai vu la difficulté que c'est de grandir aujourd'hui, etc., etc. Et leur souffrance, d'une certaine manière. Et puis, j'ai lu des statistiques, comme tout le monde. J'ai lu des statistiques qui m'ont effrayé. Un enfant sur 3 aujourd'hui déclare souffrir de troubles anxieux et de dépression. Un enfant sur 3. Un enfant sur 10 déclare avoir déjà pensé au suicide. Ce qui veut dire que si tu prends une classe avec 30 élèves, il y en a 3 qui ont déjà eu envie de mourir. Depuis la fin du Covid, les tentatives de suicide chez les jeunes filles ont augmenté de 50%. Alors, quand on lit ce genre de truc, on peut l'oublier, mais moi, je peux pas. C'est-à-dire qu'à un moment, ça m'alerte, quoi. Je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe quelque chose, là, pour le moment. Et donc, j'ai téléphoné à des psychiatres, j'ai interviewé des psychiatres, je suis journaliste, par ailleurs, moi, en Belgique, et ils m'ont dit l'étendue des dégâts, ils m'ont dit la hauteur de la vague actuelle, et surtout, leur terreur du tsunami à venir, parce que selon eux, ce problème, il n'est pas en train de se régler, vu qu'effectivement, personne ne le prend à bras-le-corps. Et à partir de là, j'ai voulu parler de la souffrance des ados, parce qu'il y a quand même une question qu'on doit se poser, nous, les adultes, c'est ça veut dire quoi, un monde où des enfants de 14, 15, 16 ans ont envie de mourir ? Qu'est-ce que ça veut dire de nous ? Je vais te poser des questions qui vont être choquantes peut-être pour toi. Est-ce que c'est pas inhérent à l'adolescence de vouloir mourir, de vouloir suicider, tu vois, c'est toujours une idée qui te traverse à un moment donné dans ton adolescence. Et la deuxième qui est associée, est-ce que les statistiques sont pas en pleine croissance tout simplement parce que aujourd'hui on prend en considération un peu plus les ados et les maladies psychiatriques, ce qui n'était pas le cas avant. Sur la première question, est-ce que c'est l'adolescence qui fait qu'ils vont mal ? Très, 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 très partiellement.
Moi, pour réaliser et pour écrire Les Dragons, je voulais écrire une histoire d'amour entre deux ados, un gamin de 15 ans, une jeune fille de 17 ans et demi qui est prête à sortir parce qu'à 18 ans, elle doit quitter le centre. Mais je connaissais pas bien les centres. Et donc, j'ai fait une immersion. J'ai fait une immersion de 3 mois dans un centre psychiatrique pour ados en Belgique, où j'ai été rencontrer les soignants, mais où j'ai été surtout rencontrer les jeunes, à qui j'avais 1000 questions à poser. Qui êtes-vous? Combien êtes-vous? De quoi vous souffrez? Qu'est-ce que vous pensez de ma génération? Etc., etc. Et tous, et particulièrement une à qui je dédie le livre, m'a dit de manière continuelle: tu diras, Jérôme, que c'est pas l'adolescence, qu'on souffre vraiment. Elle m'a répété ça des dizaines de fois. Il faut pas croire que c'est juste l'adolescence. C'est aussi ce que le monde leur fait, ce que leurs pères leur font, ce que l'école leur font, ce que leurs familles leur font. Faut pas. Ce serait très facile pour nous et pour notre génération de se débarrasser du problème. Ce que font les médias et les adultes aujourd'hui, en disant mais c'est l'adolescence. Non, c'est pas vrai. En fait, c'est pas que l'adolescence. La principale partie de leur souffrance, c'est la main de l'homme, le patriarcat, sur tous les jeunes filles que tu découvres dans ces centres. C'est l'absence de sens qu'on leur propose dans le monde à venir, des idéaux, mais de néant, quoi. Tu vois? C'est tout ça, c'est nous. Il faut pas... c'est très facile pour nous de se dégager de nos responsabilités. Et après, sur les études, il est assez probable qu'on s'intéresse aux études de plus en plus aux ados, sinon que les chiffres sont quand même ce qu'ils sont. Quand ils font des études aujourd'hui, il y a un enfant sur 3 qui dit « Moi, je souffre de dépression ou de troubles anxieux ». Est-ce que tu dirais, pour rebondir sur ce que tu disais, que c'est eux qui sont à côté de la plaque ou que c'est les gamins ou nous d'ailleurs, ados, adultes, qui se conforment au système, qui sont malades? Mais ça, c'est des discussions que j'ai eues avec eux. Pour replacer le truc, en fait, quand j'ai fait cette immersion, j'ai rencontré beaucoup de jeunes. Je suis resté 3 mois dans ce centre et au début j'ai été exposé mon projet d'écrire un roman et de venir les rencontrer parce que c'était un sujet trop sérieux, je pouvais pas écrire n'importe quoi et je leur ai dit je vais me mettre à la table de la cuisine, là venez me voir. Ils m'ont laissé 3 jours tout seul. Ce qui veut dire déjà qu'ils ont une certaine méfiance vis-à-vis de nous, les adultes. Méfiance que je comprenais 1000 fois. Et en fait, le 4e jour, il y a une jeune fille qui est arrivée, elle s'appelait Nell. C'est important de dire son prénom pour moi aujourd'hui. Et elle m'a dit, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Et on a commencé à parler. Et avec elle, j'ai parlé des heures, des jours, des semaines. Vraiment. Parce que c'est elle qui habite le livre, en fait. C'est le personnage de Colette dans le livre. C'est vraiment cette jeune fille-là qui habite ce personnage-là. Et elle, un jour, elle m'a dit, mais tu sais, Jérôme, la vraie question, c'est pas pourquoi j'ai envie de mourir. C'est pourquoi vous tous, vous voulez vivre. Et c'est exactement ce que tu dis, en fait, Grégory. C'est de se dire, mais qui est malade, en fait? Qui est malade? Un jeune en colère contre le monde qu'on lui propose? Ou nous, les adultes, qui sommes capables d'un tas absolument dégueulasse de compromission pour pouvoir vivre dans le monde, exister et se lever le matin avec le sourire aux lèvres? Un jour, Nell, elle m'a dit, tu sais, toi, Jérôme, t'es capable de passer devant un homeless, devant un sans-abri, d'aller retrouver 3 minutes après un copain à une terrasse et de raconter tes vacances. Et j'ai bien été obligé de lui dire que, en fait, j'étais capable de faire ça. Voilà. C'est vrai, elle a raison. Et elle m'a dit, moi, je suis incapable. Moi, je ne veux pas vivre dans ce monde-là. Qui a raison, en réalité? Qui est malade? C'est une super question à se poser. Et ben ouais, et en fait, il y a vraiment cette idée, on parlait tout à l'heure de neurosciences, que le système éducatif, finalement, c'est une machine à conformer, et c'est pas forcément une machine à libérer, à permettre aux enfants de faire ce qu'ils ont envie de faire. Tu vois, c'est vraiment une machine qui te conforme, et finalement, ceux qui réussissent le mieux dans ce système sont ceux qui vont le faire perdurer, finalement. Ah, ben c'est tout le problème. Tu vois? Et du coup, ça continue pour arriver à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Ouais. C'est quoi la vision qu'ils ont du monde, ces ados-là, justement? C'est hyper intriguant, et peut-être que, tu vois, ça va servir aussi à des parents qui nous écoutent de mieux comprendre leurs propres ados, finalement. Ouais, et de mieux comprendre l'ado qu'ils ont été aussi, peut-être, parce qu'on n'analyse pas au moment où on les traverse. Il y a plusieurs questions. La première chose, c'est la question de l'école, tu vois, qui est une question
terrible. Moi, en Belgique, je milite, par exemple, contre l'exclusion scolaire. Je suis contre l'exclusion scolaire. Alors, je comprends qu'il y a des classes, c'est difficile de vivre avec des gamins dedans, parce que c'est difficile de donner la classe. Mais que l'institution scolaire et que l'État prévoit une classe pour ces enfants-là, où on va les chérir, les réparer. Ils vont se réparer tous ensemble, parce qu'on se répare avec le groupe. Non, on exclut les enfants. Il faut savoir que dans les centres psychiatriques, la vérité, c'est qu'il y a plein d'enfants qui ont d'abord été exclus de l'école. Ça a été la première zone d'exclusion. Quand même, quand il y a des professeurs dans un conseil de classe aujourd'hui, il faut penser à la responsabilité qu'on a de renvoyer chez lui, dans sa chambre, tout seul, un enfant qui est déjà isolé. On va l'isoler d'autant plus. Et on sait très bien que les enfants qui vont valdinguer en psychiatrie, la réalité, c'est qu'il faut surtout pas les isoler. Il faut les laisser avec leur père, parce que quand ils s'isolent, ça va d'autant plus mal. Et ça, c'est vraiment la question scolaire est évidemment une question, parce qu'effectivement, c'est une usine à normativité, l'école. Et donc, l'enfant différent, ça va être tais-toi, dans le couloir, dégage. C'est les trois étapes. Ça, pour moi, une société ne peut pas fonctionner comme ça, parce que le pire, c'est que les meilleurs de la classe, ils vont voir ce système où on exclut celui qui correspond pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ceux-là, ils vont devenir patrons? Ils vont faire la même chose. Bien sûr. Ils vont exclure. Et quand même, une société qui exclut comme ça, à bras-le-corps et de manière systémique, moi je trouve pas que c'est un super modèle de société à venir, quoi. Et ça m'inquiète beaucoup. La vision qu'ils ont de nous, vraiment, il faut être prêt à l'entendre. Hein. Vas-y. La compromission. Ils disent comment vous parvenez à accepter ça. Comment vous parvenez à être un maillon de la machine, en sachant très bien que nous allons tous dans le mur. Sur l'écologie, sur le travail, sur le sens de la famille, etc. Ils ont une vision apocalyptique de nous. Ils sont en rébellion, ils veulent pas nous ressembler. Ça, c'est l'adolescence, normal, tu vois. Mais ils ont un jugement sur nous, ces enfants-là, qui est assez... Après, il faut savoir dire aussi que c'est des enfants qui ont subi la violence des adultes, que ce soit une violence physique ou une violence psychique, assez souvent. Pas tous, mais assez souvent. Donc évidemment, ils ont de notre monde et du monde des adultes une vision très, très jugeante. Et on ne peut pas leur donner tort, une fois de plus, qui est malade. Qu'est-ce que tu as envie de dire à... Moi, je pense qu'il y a moins d'ados qui m'écoutent que des parents. Je ne sais pas s'il y a des parents d'ados, mais il y a plus des parents. Qu'est-ce que tu as envie de dire à des parents qui traversent ce genre de situation avec leur propre ado, c'est-à-dire, ou qui se posent des questions, ou qui ne savent pas comment gérer? Comment tu réétablis pas le discours, mais la discussion, finalement? Moi, moi, en tant que j'ai 3 enfants, et le dernier, ça a été très compliqué. Il a arrêté l'école à 13 ans, par exemple. Et donc, il a eu un parcours compliqué. Aujourd'hui, il a 19 ans. Et c'est, assurer cet enfant de notre amour inconditionnel. Parce qu'en fait, il a besoin d'avoir au moins une sécurité dans la vie. Donc, l'assurer profondément de cet amour inconditionnel qu'ont les parents pour leurs enfants, si on est capable de le faire. Ça, c'est, je pense, le plus important. Ne pas l'isoler. Ne pas le laisser dans sa chambre tout le temps, etc. Ça ne répare rien. Le pousser dans le monde. Avoir des amis, avoir des pères, avoir une classe, quelle qu'elle soit, hein, on s'en fout. Mais qu'il sorte dans le monde et de lui faire comprendre ce que j'ai compris moi et ce que le livre Les Dragons, j'espère qu'il ne hurle que ça. C'est on ne se répare pas seul. Et il faut les autres. Et essayer de faire comprendre à cet enfant qu'il doit aller avec les autres pour se réparer, parce que seul, on va probablement nulle part. Mais le problème, c'est que ces ados, ils n'ont pas envie. En fait, il y a un mouvement assez général, et on va parler un petit peu des écrans aussi, parce que ce qu'on observe, il y a eu cet article, je ne sais pas si tu l'as lu, c'était il y a quelques années, 2017, auquel je me réfère assez régulièrement, qui était dans The Atlantic, qui s'appelle Have Smartphone Destroy the Generation. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les ados, finalement, et de manière assez étrange, ils prennent moins de risques que nous, ils ont moins de rapports sexuels, il y en a plein qui sont de plus en plus asexuels. Ils font moins de bêtises, en fait, et ils restent derrière leur écran,
et parce qu'ils sont protégés finalement, même s'ils font les malins, etc. En vrai, ils vont pas trop dans le monde. Et en fait, ce que tu dis, effectivement, je pense que la solitude, et on va en parler de la solitude parce que c'est évidemment un problème majeur, enfin central, aussi pour les adultes d'ailleurs. Comment tu fais pour faire sortir un ado de sa chambre quand il a pas envie, en fait? Mais ça, c'est il faudrait que le monde soit attirant. En fait, c'est ça la réalité. Et elle est là probablement notre responsabilité à nous. C'est que le monde dehors, il n'est pas attirant. Et c'est marrant. Aujourd'hui, les enfants vivent dedans. Dans la maison. Seuls. Nous, pour la plupart d'entre nous, on vivait beaucoup plus dehors avec les autres. Il faut vraiment chercher de ce côté-là, je pense. Parce que alors, la faute aux écrans, probablement. Mais la faute à l'intérieur, surtout au fait qu'ils restent à l'intérieur et qu'ils s'isolent à l'intérieur, même s'ils sont avec les autres, ils sont quand même seuls. Et ça, c'est un vrai problème. Et je pense que pousser un adolescent dehors, ça sert à rien, parce que le monde, il sera ce qu'il est dans la rue. Qu'est-ce qu'on leur propose ? En fait, c'est à nous de réfléchir à ça. Et moi, je vois que la classe politique en Belgique et en France, je la vois très peu réfléchir à cette question, alors que ces enfants, ils votent, ou ils vont voter demain. C'est quand même étonnant qu'on ne se dise pas, bon, il y a un problème de psychiatrie adolescente, de mal-être adolescent, de dépression adolescente, etc. Et qu'on soit incapable, nous, de réfléchir au fait qu'en fait, on ne leur propose rien de vrai. On leur propose des plaisirs à court terme. Tu vas acheter ça, tu vas acheter ça. Et c'est vrai que acheter, ça remplit quelque chose en nous, mais de manière très courte, c'est de la drogue, quoi. Ouais. Et après, le lendemain, on a une descente et puis il faut remonter. Qu'est-ce qu'on propose comme idéal ? Parce qu'une société, pour que les enfants aient envie de sortir, il faut qu'ils courent tous après un idéal. Moi, je trouve que le capitalisme, il n'y a pas énormément d'idéaux à long terme que propose le capitalisme. Je pense même, très honnêtement, qu'il n'y en a pas. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle les enfants restent chez eux, c'est parce qu'ils n'ont pas d'idéaux derrière lesquels courir quand ils sortent. Mais alors, si je reviens aux parents, parce que là, tu vas à un niveau de société et les parents, malheureusement, ils n'ont pas cette capacité de faire changer le monde dans lequel on vit. Encore une fois, tu vois, comment tu fais ? C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu racontes à ton gosse dans le monde dans lequel on vit, qui ne va pas changer, malheureusement, en tout cas, j'espère, mais pas tout de suite, et pas à court terme, et pas dans les dimensions qu'on aimerait. Enfin, je veux dire, enfin bref, on va pas rentrer dans des questions politiques, mais enfin, c'est assez terrible ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu lui racontes ? Comment tu lui donnes de l'espoir dans ce contexte ? Dans Les Dragons, il y a une scène où le personnage principal, Jérôme, il est confronté à un psychiatre. Et Jérôme, en fait, il était turbulent à l'école, on a toujours dit de se taire, qu'il était con et qu'il devait sortir de la classe. Et pour la première fois, alors qu'il n'aime pas ce psychiatre, c'est un adulte, ce mec va lui parler comme à un adulte. Le psychiatre va lui parler comme pas à un débile. Et en fait, ce qu'il va lui expliquer finalement, c'est que l'isolement est une maladie, que le monde attend de toi que tu t'isoles, parce que plus tu t'isoles dans ta chambre avec ton téléphone, plus tu reçois de la publicité. Et le monde, aujourd'hui, ça l'arrange très bien que tu sois isolé. Donc la rébellion, c'est de sortir dans la rue avec les autres. C'est d'aller avec les autres. Et ça, je trouve que c'est un des trucs importants que le psychiatre dit à ce gamin. C'est que la vie, une fois de plus, c'est un truc qui se pratique en extérieur. En fait, ce que tu dis, enfin, moi, ce que j'entends, en tout cas, c'est que la meilleure manière de se rebeller, c'est... Parce qu'en fait, quelque part, la société, elle a envie que les individus qui n'aiment pas son système s'isolent. Parce que du coup, comme ça, ils embêtent personne. Bien sûr, parce que tout seul, on va rien changer. C'est ça. Mais alors, du coup, ils doivent aller dans le monde. Mais tu vas aller dans le monde pourquoi ? Pour te conformer, ou tu vas aller dans le monde pour te rebeller? Mais si tu te rebelles, est-ce que du coup, tu vas pas faire des choses, tu vois, des exactions qui sont pas forcément très, on va dire, pas correctes, c'est pas le mot, mais tu vois ce que je veux dire ? Parce que si tu finis en prison, ça marche pas non plus, en fait. Non, ça marche pas non plus. Ce que le psychiatre dit à Jérôme dans le livre, c'est en fait, tu vas devoir sortir. Et tu vas devoir sortir dans le monde tel qu'il est. Parce que le monde, il va pas changer pour toi. Et tu vas, quoi qu'il arrive, devoir trouver ta place dans le monde tel qu'il est. C'est comme ça. Tu n'auras pas le choix. Le monde va pas changer pour toi. C'est toi qui vas devoir rentrer dans le monde et t'y adapter.
Alors, est-ce que ça veut dire se compromettre? Oui ou non, chacun va décider. Aujourd'hui, moi, je trouve que se pose vraiment la question de la violence. La question de la violence dans la société aujourd'hui, c'est assez intéressant quand même, parce que il y a une morale qui nous dit qu'on ne peut pas être en colère, qu'on ne peut pas être violent. C'est de ça aussi dont ça parle les dragons. Or, le système, il est violent. Ultra violent. Et pourquoi donc, aujourd'hui, moi c'est une vraie question que je me pose, sans légitimer la violence, mais au moins y réfléchir, pourquoi on ne pourrait pas répondre à la violence par la violence? Pourquoi il n'y aurait qu'un côté qui puisse être à ce point violent? Quand un ministre signe un papier dans son bureau, il y a des répercussions directes sur quelqu'un qui habite en Poitou-Charentes et qui termine pas le mois quand il signe un papier ou l'autre. C'est une forme de violence. Pourquoi est-ce que cette violence ne peut pas être tombée? Je suis pas sûr, moi, qu'on puisse combattre de manière pacifique un système violent. Voilà. Et ces enfants qui sont là, ils sont violents. Et les pauvres d'eux, ils sont violents envers eux-mêmes. Parce qu'en fait, on ne leur donne pas le droit d'être violents sur ceux qui mériteraient qu'on soit violent avec eux. C'est ça qui est terrible quand tu rentres en psychiatrie adolescente aussi. Tu vois la capacité de ces jeunes à se faire mal. Ouais, tu rentres en psychiatrie, tu découvres l'automutilation. Les lésions auto-infligées. Il y en a plein. C'est contagieux. Aujourd'hui, il y a des comptes Instagram qui font l'apologie de l'automutilation. On en est là, hein, je veux dire. Et se retourner sur soi-même, se faire mal parce qu'on a mal, je veux dire, nous, on ne serait pas touchés par ça, nous les adultes. C'est terrible. Mais est-ce que l'automutilation, c'est pas une méthode pour rester en vie, justement, pour se prouver qu'on est vivant? Ils le disent tous. Ils le disent, tous les enfants à qui j'ai parlé disent ça, et tous les psychiatres aussi, en fait. C'est se donner un mal physique pour supprimer un mal psychique. Mais c'est comme la drogue aussi. Demain, il faut recommencer. Et c'est un cercle absolument vicieux, mais c'est ça l'automutilation. Et c'est terrible de voir ces jeunes filles notamment, parce qu'on ne leur a jamais donné l'autorisation de projeter leur violence sur les autres. C'est ça l'éducation d'une jeune fille aujourd'hui. C'est si tu souffres, tu te tais. Hein. Tu vas pas embêter les autres avec ça. Et ça va se régler, t'inquiète pas, c'est l'adolescence. Mais c'est pas vrai, c'est pas l'adolescence. C'est la souffrance. Et la capacité de ces jeunes filles à se faire mal, de faire mal aux autres, je trouve que c'est dingue. Est-ce que tu mettrais l'anorexie dans ce même schéma? C'est-à-dire, pour le coup, c'est se faire mal aussi d'une certaine manière, parce que l'idée, c'est de disparaître, d'être transparent quelque part. Il y a une forme de contrôle aussi, je crois, dans l'anorexie. Moi, j'ai pas expérimenté, mais je connais un petit peu le sujet malgré tout. Est-ce que tu mets l'anorexie dans ces mêmes troubles anxieux, on va dire? Alors, moi, je suis pas psychiatre, que je sois clair. Je suis romancier et journaliste, et j'ai fait une grande enquête, et j'ai fait mon immersion, etc., pour écrire Les Dragons. Donc, c'est pas la même chose, mais j'ai effectivement fait beaucoup. Oui, on est dans la même notion. L'anorexie, c'est se faire souffrir, hein, c'est se faire mal, c'est malmener son propre corps, quand même, tu vois. Non, je te posais la question plus pour savoir si tu avais rencontré des jeunes filles qui étaient dans cette maladie. Oui, il y en a dans tous les centres. C'est une maladie du siècle. Hein, une fois de plus, il faut que ça nous alerte parce que il y en a beaucoup. Il y en a plus qu'avant. C'est ça la réalité. Et surtout, ça arrive plus jeune. Aujourd'hui, les psychiatres que j'ai rencontrés sont très inquiets, notamment par l'arrivée de symptômes lourds plus jeunes. Ça, c'est quelques dernières années. Et ça, ils comprennent pas encore, je pense bien. Faut poser la question à d'autres. Il y en a peut-être qui ont des réponses. Mais ça, c'est un phénomène qui les inquiète beaucoup. C'est de voir arriver des jeunes filles de 12, 13, 14 ans et des jeunes garçons avec des symptômes lourds. Voilà. Ce qui arrivait moins avant. Tu disais, on a affirmé tous les deux, comme ça, très rapidement, que la société était hyper violente. En quoi elle est violente selon toi, mais surtout ce que te disent les enfants. Donc j'ai compris cette idée de compromission par rapport au SDF. Et à mon sens, elle est violente à plein d'endroits, mais j'aimerais bien comprendre selon toi, ou selon les enfants, ou les ados en l'occurrence, que tu as interviewé. En quoi la société elle est violente? Selon eux, avec toutes les interviews que j'ai réalisées d'eux, etc., elle est violente parce que on leur explique... Je trouve que le temps de l'enfance s'est rétréci.
Et pour ça, elle est violente pour eux. C'est-à-dire que dès qu'ils rentrent à l'école, ça va, c'est gentil quelques années, mais une fois qu'ils ont 10 ans, 10 ans, on leur dit il faut falloir être le premier. Parce que si t'es pas le premier, après ça va être plus compliqué. Et ça va être dur la vie. Et tu sais, à 12 ans ou 13 ans, il va falloir faire un peu des coudes, hein, parce que la place que toi tu vaudras dans quelques années, il y en a d'autres qui la vaudront. Hein, faudra te battre, hein, etc., etc. Et quand est-ce qu'on leur laisse le temps d'être des enfants et pas des compétiteurs? Tu vois? Et le pire, c'est qu'une fois qu'ils ont fini leurs études, qu'ils ont 18 ans, qu'ils vont rentrer à l'université, à la fac, en professionnel, etc., apprendre un métier, bah, ils réalisent que, il y a peu de débouchés, que c'était comme ça, et que ça n'a pas de sens. Parce que le travail, aujourd'hui, a perdu un peu de son sens. Preuve, les burn-out à répétition de tous les adultes qui travaillent, ils sont pas fatigués physiquement. Hein. En fait, ils manquent de sens dans leur travail. Et en fait, voilà des enfants à qui on a dit vous allez vous battre toute votre vie, ils ont un premier boulot et ils n'y trouvent pas de sens. C'est ça qui est violent. C'est l'absence d'idéal, selon moi. De pourquoi on fait les choses, pour tendre tous ensemble vers quoi. Eh ben, je trouve que ce vers quoi, il n'existe plus aujourd'hui. Et ça, il ressemble ça comme une énorme violence. En fait, le truc, c'est Peter Pan. C'est ne grandissez pas, c'est une arnaque. Ils n'ont pas envie d'être adultes. C'est moche. Ils voient leurs parents s'embrasser de loin le matin à peine, rentrer vanner du travail, décrocher du boulot à cause d'un burn-out ou l'autre, être dépassé, le 14 du mois, le compte qui est à 0. Ils voient ça, les gamins. Hein. Et ils doivent se battre pour ça. Moi, je me bats pas pour ça. Du coup, tu vois, quand je t'écoute, je me dis, ça revient à la question qu'on a traitée tout à l'heure, mais je dis, mais que penser des gamins qui, eux, comply, quoi, tu vois, qui arrivent à rentrer dans leur rang. Qui y vont. C'est super. Enfin, quelque part, tu te dis, qui est malade. Sens, quoi. C'est toujours la même chose. C'est la question géniale que tu as posée tantôt. C'est en fait, qui est malade. Pour nous, les parents, il faut pas se mentir. C'est toujours mieux d'avoir un enfant qui est dans la norme et qui va étudier à l'école, parce qu'en fait, c'est facile. Et on se dit que sa vie sera plus facile. Elle sera pas nécessairement plus heureuse. Elle sera plus facile. Moi, en tant que père, j'ai souhaité ça de mes enfants. Bien sûr. Qu'ils soient dans la norme et que leur vie soit facile. Maintenant, ça n'a pas été toujours le cas. Et une fois que les tempêtes folles passent, etc., tu vois quand même naître des jeunes adultes qui ont des failles, etc., mais qui sont intéressants. Parce que ils ont dû réfléchir, ils ont dû se bouger, ils n'étaient pas fit avec ce qu'on leur proposait. La pièce du puzzle leur rentrait pas, quoi. Et c'est quand même, je trouve, assez intéressant, les parcours cabossés, l'air de rien. Moi, je me rappelle, j'étais furieux d'être envoyé de l'école. Quand je suis devenu adulte, j'étais plutôt très isolé. Et puis, j'ai toujours du mal à être un peu dans le groupe avec les autres. Je comprends pas bien comment on fait, etc. Je pense que c'est pour ça que je fais de la radio en Belgique. C'est pour me lier aux autres. Pour ça que j'écris Les Dragons, c'est pour me lier aux autres, etc., etc. Et j'ai un sac à dos comme ça, avec des peurs, des angoisses tout le temps. Eh ben, très honnêtement, je suis pas sûr de vouloir échanger avec un imbécile heureux. Des fois, je les envie, mais je trouve que ma vie intérieure, en fait, elle me fait partiellement souffrir, mais elle me plaît. Alors, est-ce que c'est du masochisme? J'en sais rien. Mais du coup, je la trouve intéressante. Voilà. C'est souvent une question qu'on se pose quand on a beaucoup de choses en tête. C'est est-ce que ça serait pas mieux quand même d'être un imbécile heureux, tu vois, vraiment. On les envie des fois. Parfois. Pourquoi tu les as appelés les dragons? Alors, je voulais créer une communauté parce que je sais combien ces enfants-là qui souffrent, pas nécessairement en psychiatrie, mais qui souffrent, sont nombreux. Et je voulais leur donner un nom, créer une communauté. Et je cherchais en écrivant le livre, et en fait, quand j'ai fait mon immersion, j'ai découvert l'automutilation. Et l'automutilation, notamment sur les avant-bras, sur les jambes et dans d'autres parties du corps, une fois que ça cicatrise, ça fait des formes de croûte. Et je me rappelle, j'étais à ma table et j'ai écrit
écailles, serpents, etc., sur une feuille de travail. Et puis quelques jours plus tard, je suis tombé sur un article sur Internet sur le globe de Lennox. Le globe de Lennox, c'est le premier globe terrestre en 3 dimensions qu'on a retrouvé. Il date de 1504. Il est exposé à la New York Public Library. Et le mec qui l'a fait, qui s'appelle pas Lennox. Lennox, c'est l'acheteur du globe. Au sud de l'Asie, il a dessiné un dragon et il a écrit Hic sunt dracones. Ici sont les dragons. Et ça voulait dire terra incognita. Ça veut dire là, on ne sait pas ce que c'est. Et ces gènes, c'est ça. On ne sait pas ce que c'est. Et surtout, l'histoire nous a montré que derrière, il y avait l'Océanie, que l'Australie, c'est plutôt joli. Hein. Et ce côté, on a peur, c'est dangereux. Mais en fait, ça révèle, si on traverse, il y a des merveilles. Ça m'a fait penser à eux. Parce qu'une fois que je suis allé à leur rencontre, moi, de ces jeunes, je les ai trouvés merveilleux. Je les ai aimés profondément. Tu vois, j'ai eu une empathie folle pour eux. Et c'est des enfants merveilleux. Très honnêtement, si tous les enfants étaient comme ça, le monde irait mieux. C'est ça la vérité. Et donc, en recoupant ces deux choses-là, ici sont les dragons, je voyais le centre. Et c'est pour ça que j'ai mis une banderole dans le roman à l'entrée du centre où il est écrit « Ici sont les dragons ». Ça pourrait même être... on pourrait envisager, en tout cas, que ce soit une communauté en ligne, tu vois, de dire pour les gamins qui se sentent... c'est mon rêve. Un peu à côté, quoi. C'est mon rêve, j'attends. Le livre, en Belgique, ça marche très, 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 très bien. Et en France, c'est plus lent, c'est normal. Hein, mais c'est mon rêve qu'ils s'en emparent et qu'ils aient leur communauté à eux. Parce que communauté, ça veut dire les autres. Et s'il y en a un jour qui crée cette communauté, etc., je serai l'homme le plus heureux du monde parce que c'est ce que je veux montrer. Vous n'êtes pas seul. C'est ce que les dragons hurlent, en fait. Vous croyez que dans votre chambre, là, isolée, que vous êtes le seul à pas dormir la nuit et à être assailli par des monstres. Mais la vérité, c'est que nous sommes tellement nombreux. Et croyez pas aussi dans la rue, vous croyez des gens qui ont l'air normaux. Ils ne le sont pas. Ils font bien illusion. Et qu'ils se rendent compte de ça, en fait, ces gosses. Et même nous, adultes, qu'on n'est pas seuls. Et ça, cette communauté, ici sont les dragons, j'en rêve, ouais. Est-ce que, je ne sais pas si c'est très familier avec les travaux de Jung et c'est tout ce travail sur les ombres. Est-ce que, justement, les dragons, en tout cas ces personnes qu'on n'arrive pas à catégoriser ou qu'on catégorise comme dérangés, fous, tu peux utiliser tous les mots que tu souhaites, qui sont plus ou moins positifs ou insultants. Est-ce que c'est pas une sorte de dark side de la société et en fait, tu vois, tout le travail sur les ombres, c'est de dire il faut la reconnaître pour que ça se calme, parce que si tu ne la reconnais pas, ça augmente en fait quelque part. C'est toute la question. Aujourd'hui, on parlait au début des grands médias qui ne s'emparent pas de cette question et des adultes à qui ça fait particulièrement peur, beaucoup plus qu'aux enfants, parce que les enfants, ils savent très bien dans quel monde ils vivent et ils savent leur réalité. Ils ont tous un copain qui va mal ou eux, etc. Et la reconnaissance par notre société de cette souffrance des enfants, de cette ombre, elle est primordiale. Mais pour ça, il faut évidemment que les grands médias, que la politique ensuite s'en charge et fasse son travail, en fait. Mais c'est compliqué, en fait, parce que, ça nous fait peur, et donc on préfère un petit peu regarder de l'autre côté. Et 2, quand même, ces enfants-là, la vérité, c'est qu'ils sont le symptôme criant d'un monde qui ne fonctionne pas. Et donc, les reconnaître, ce serait accepter le fait que notre modèle ne fonctionne pas. Qui est prêt à faire ça aujourd'hui ? Qui est prêt à faire ça ? L'extrême droite ? Non, c'est une blague. Enfin, c'est une mauvaise blague, mais... Ouais, elle est mauvaise. Mais c'est ça, en fait. Parce que la vérité, c'est que ce monde, où il y a de plus en plus de riches, de plus en plus de pauvres, où il y a de plus en plus de racisme, le retour de l'homophobie. Enfin, je veux dire, c'est effroyable, ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, nous, en Belgique, on a un truc qui s'appelle EVRAS. C'est-à-dire que dans les classes, ils vont aller enseigner aux jeunes la sexualité. Ils vont pas enseigner aux jeunes à faire des fellations. Ils vont juste expliquer ce que c'est la sexualité dans nos vies. Ça fait un tollé. Il y a 4 écoles où on a essayé de foutre le feu en Belgique. Mais non. Oui, c'est ça la vérité. Le retour du sacré, le retour de la religion, etc., etc. C'est très puissant. Il y a 4 écoles, dans la région de Charleroi, qui est une ville importante en Belgique, où il y a eu des départs de feu, où il était mis sur les murs « No Evras », non à ce nouveau cours qui va expliquer l'amour, les autres,
un peu la sexualité, mais pas de manière pragmatique. On va juste leur dire que la sexualité, ça fait partie de la vie et qu'il y a des choses bien, il y a des choses interdites. Enfin, on va vraiment leur expliquer à se protéger et avoir une vie sexuelle agréable, qui ne soit pas un trauma. C'est quand même ça qu'on veut leur expliquer. Eh bien, il y a des gens qui s'y opposent. Et ils sont très nombreux. Hein. Mais ils sont pas au courant que, globalement, 50% des gamins de 11 ans ont déjà vu un porno? Ils se cachent les yeux. C'est le voir. principe absolu. C'est que les mecs qui ont foutu le feu aux 4 écoles, elles n'ont pas brûlé les écoles, il y a eu des départs de feu. Évidemment, ils se cachent les yeux. Parce que la vérité, c'est que leur gosse, statistiquement, il a déjà vu des pornos. Bah oui. Et justement, il doit être guéri de ça, parce que la sexualité, elle va pas être conforme à sa sexualité, à cet enfant. Et elle peut être traumatisante, d'ailleurs. Eh ben non. Parce qu'il se cache les yeux. Mon fils ou ma fille sont immaculés. Mais la vérité, c'est que c'est pas vrai. Et donc, tant que nous, on n'acceptera pas que nos enfants ils vivent dans une société qui nous échappe un peu, et qu'on doit y faire face, eh ben, ça n'ira pas en réalité. Est-ce que mettre son enfant dans un centre psychiatrique pour adolescents, est-ce que c'est une solution ou est-ce que c'est une forme d'échec d'une certaine manière? Pas de la société, je parle vraiment des parents. Ah ben c'est en rien un échec. Ça, il faut que les choses soient claires. Dans les dragons, je dis très clair, quand tu as mal, dis que tu as mal, quand tu es triste, dis que tu es triste. Il faut un courage. Donc on est loin de l'échec absolument fou pour dire qu'on va mal. C'est dur de dire qu'on va mal aux autres alors que toute la société nous dit d'être bien. Enfin, toute la société nous dit d'être bien. Qu'on a tout pour être bien. C'est dur à 16 ans de dire j'ai besoin d'aide. Donc le courage immense de ces gamins, je trouve. Le courage immense des parents de reconnaître la souffrance de leur enfant et de pas dire monsieur l'adolescence, Joséphine, tu vois. Ouais, et quel courage il faut en tant que parent pour accepter que notre enfant aime mal, malgré, pas toujours, hein, mais parfois l'amour qu'on leur porte. Et donc loin de l'échec, salutations, respect total aux parents qui prennent ça à bras le corps et qui justement ne mettent pas le problème sous le tapis. Et j'arrive en psychiatrie, mais c'est comme aller voir un psy, c'est comme dire j'ai besoin d'aide. On n'arrive pas toujours en psychiatrie. C'est pas toujours des cas extrêmes. Il y en a plein, il y en a des milliers, des dizaines de milliers en France. Mais des enfants qui vont mal, il y en a bien plus que ça. Et c'est pas un échec familial, c'est un échec collectif. C'est enfin se poser la question, qu'est-ce qu'il se passe? Chiffrer ça très sérieusement. Quelles sont les réponses qu'on peut apporter comme pansement, vite, et quelles sont les réponses qu'on peut apporter à long terme, pour que cette vague, elle se calme. Parce que si on ne fait rien, il n'y a aucune raison pour que ça s'arrange. Ouais, tu as donné des statistiques tout à l'heure, moi j'en avais une autre qui était aux États-Unis, mais je crois que c'est 4 filles sur 10, donc 40%, hein, c'est énorme, qui ados, qui envisagent de se suicider, quoi, ou en tout cas peut-être pas suicide, mais en tout cas qui sont en troubles psychiatriques forts, on va dire. Mais on ne réalise pas les chiffres. Énorme. Non, mais les chiffres sont fous. C'est ça qu'il faut. C'est pour ça que moi j'écris Les Dragons. C'est pour ça que je viens en parler ce matin. C'est pour ça que je vais dans les librairies tous les soirs en Belgique et en France. Et c'est pour ça surtout que j'ai écrit pendant 2 ans ce livre. C'est parce que ce problème me paraît absolument primordial et que justement j'ai l'impression que les médias et la politique ne s'en emparent pas. Alors que moi, je vois ça comme une priorité absolue de société, parce que qu'est-ce qu'on a de plus précieux dans une société que les jeunes qui la composent? Une voiture? Non, hein. Tu vois? Et je suis très étonné, tu vois. Mais je pense que comme ils sont le symptôme du fait que ça va mal, ça remet en cause trop de choses pour le moment. Et du coup, comment réagissent les personnes que tu rencontres justement dans les librairies ou dans les médias? Parce qu'en fait... ils sont implicitement complices, quelque part, de ce système. On l'est tous, hein. Ah, oui. Bah, il y en a plein qui sont d'accord avec ça. Il y en a qui sont pas d'accord. Il y en a qui se cachent les yeux. Mais tu sais, il y a une semaine, j'étais à la RTBF et il y avait un mec dans un énorme 4x4 allemand qui laissait tourner son moteur depuis un quart d'heure dans le truc. Et à un moment, ça m'énerve et je vais le voir et je lui dis...
pouvez pas juste couper votre moteur. Franchement, ça va pas changer la face de la Terre, mais c'est mieux ça que le contraire. Oui. Le mec m'a dit, mais va te faire foutre, je pollue pas. Bah là, ok. Mais ça, voilà, c'est ça le monde, hein. C'est que tout le monde n'est pas convaincu par les mêmes choses. C'est ça la réalité du monde dans lequel on vit, en fait. Et ça va s'étendre à tous les sujets dont celui qui nous occupe aujourd'hui. Comment on fait pour éviter, tu disais, tous les enfants finissent pas en psychiatrie, heureusement. Ouais. Quand on est parent et qu'on a envie que son enfant grandisse sainement, pas forcément qu'il conforme, mais en tout cas qu'il grandisse sainement, comment on fait avant d'arriver à des extrémités comme un centre psychiatrique pour ados? Mais ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure, assurer l'enfant d'un amour inconditionnel parce qu'il a besoin au moins de cette base-là. De savoir que s'il tombe, il y aura au moins 2 personnes, ou un parent, qui sera là pour l'aimer. Ça, je pense que c'est la base de la base de la base. C'est le plus important, je pense. Après, c'est pas toujours de la faute des parents. Des fois, ça l'est. C'est systémique, hein, de toute façon. Des fois, ça l'est clairement. Hein. Oui. Des fois, s'il y a attouchement, exactement. Les violences sexuelles, notamment au sein de la famille, c'est aussi des chiffres qui sont colossaux. Et des fois, les parents n'en peuvent rien dans ce qui est en train d'advenir. Donc, vraiment, je pense que le seul truc, c'est de manier ses enfants avec précaution et de les mettre, si possible, quand c'est possible, parce que c'est pas toujours possible. On choisit pas ses parents, on choisit pas tout le temps ses amis, à l'air de rien. On est des fois attiré par ce qui nous convient pas, etc. Bien sûr. Mais c'est d'essayer de les mettre au minimum dans un univers sécurisant, où ils se sentent pas tout le temps en insécurité, notamment affective. Et rien que ces petites choses-là, c'est probablement le début d'une réparation. Et tu me disais tout à l'heure que les centres psychiatriques pour ados, ils sont très importants parce qu'une fois qu'on passe à l'âge adulte, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que tu peux nous parler de ça 2 minutes? Ouais, la psychiatrie adulte, y a plus de monde, pour pas beaucoup plus de personnel. Il y a des méthodes qui sont différentes dans la psychiatrie adulte que dans la psychiatrie adolescente. La psychiatrie adulte va plus facilement médiquer les patients, notamment, alors que dans la psychiatrie adolescente, on les médique, bien sûr, quand il y a besoin, mais on fait beaucoup plus attention, évidemment, à ça. On n'en fait pas des zombies. Et donc, il y a vraiment comme une urgence à ce que les choses se règlent quand ils sont jeunes pour ne pas basculer dans la psychiatrie adulte. C'est une priorité pour les psychiatres qui s'occupent d'adolescents. Parce que la psychiatrie adulte, et c'est un peu dans le livre, en tout cas, on retrouve ça avec cette l'héroïne, je sais pas, on peut appeler ça. Ouais, l'héroïne, ça va être. Qui veut pas y aller, en fait, dans cette psychiatrie adulte. Parce que elle est plus difficile et il y a plus d'isolement aussi, non? Bah, elle veut pas y aller pour plein de raisons, Colette, parce que le seul endroit auquel elle appartient, c'est là. Parce qu'en fait, on parlait d'espace sécurisant tout à l'heure. En réalité, l'hôpital psychiatrique dans lequel moi je suis allé, les portes sont ouvertes. C'est-à-dire que les enfants, s'ils veulent s'échapper, très franchement, c'est simple. La nuit, c'est un peu fermé, il y a un gardien. Mais s'ils veulent se barrer, franchement, c'est d'une simplicité folle. Il y en a qui se barrent le premier jour. 2 heures après, ils sont de retour. Et quand on leur dit qu'il faut sortir après 8 semaines, parce qu'en fait, après 8 semaines, ils doivent sortir 1 semaine, parce que la vie est pas là, elle est à l'extérieur. Ça, on retrouve dans le livre, d'ailleurs. Ouais. Eh ben, en fait, ils n'ont plus envie de sortir de temps en temps. Parce qu'ils ont trouvé un univers sécurisant, où les autres souffrent aussi comme eux, donc ils ne sont pas différents, où il y a quand même une forme de bienveillance, là-bas, des gens qui s'occupent d'eux, qui essayent d'être gentils avec eux, alors qu'à la maison, c'est pas toujours le cas, ou dans le groupe d'amis, c'est pas toujours le cas, ou sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours le cas. Par exemple, quand ils se blessent, quand ils s'automutilent, il y a une infirmière qui est là pour réparer, mettre les pansements, avoir les bons mots, les bons gestes, au bon moment, etc., etc. Et cet univers sécurisant, ils n'ont pas nécessairement envie de le quitter. Et ils savent très bien que la psychiatrie adulte, ce n'est pas du tout ça. Et ils n'ont pas envie à 18 ans de se retrouver avec des gens qu'on en 10 de plus. Ils ont envie d'être avec leur tribu. Ils ont envie de rester entre jeunes. Et l'héroïne des Dragons, Colette, elle est autre part.
le jeune gamin, quand il la voit la première fois, en fait, lui, il veut se barrer du centre. Il arrive dans le centre, il veut se barrer. Il pose un bout de shit sur la table en se disant, s'il voit le bout de shit, parce que c'est vrai, en plus, t'as de la drogue, on te vire. Et il dit, génial, j'ai un bout de shit dans le revers de ma veste, je vais le mettre là, je vais me faire virer. Il va manger, paf, elle arrive, il tombe fou amoureux. Et il fait tout pour pas se faire virer à cause du bout de shit. Et en fait, il tombe absolument fou amoureux d'elle. Elle a 2 ans de plus que lui. Et il se dit, si je l'aime et qu'elle m'aime, on va se sauver mutuellement. Ce qui, moi, je crois est vrai dans la vie. Je pense que l'amour sauve pas le monde, mais l'amour, il sauve quand même un peu les gens de temps en temps. Et lui, il croit à ça. Et moi, je crois aussi à ça. Et le souci, c'est que elle est déjà un peu autre part. C'est-à-dire qu'elle a envie de mourir. Elle ne voit plus de sens. Et elle a pris une décision quand même. Et cette décision, c'est de ne plus vivre. Et ça, c'est évidemment toute l'histoire du livre. Est-ce qu'ils vont s'aimer? Est-ce qu'ils ne vont pas s'aimer? Et voilà, c'est ça cette histoire. Est-ce que ça va la sauver? Est-ce qu'ils vont se sauver tous les deux? Il y a une figure aussi qui est très présente. C'est celle du soignant qui est très costaud. Qui s'appelle Smensk, ouais. Voilà. Est-ce que, parce qu'en fait, là, on parle des ados, évidemment, et c'est tout le sujet, mais les soignants, ils ont un rôle majeur. On sait aujourd'hui qu'ils sont eux-mêmes pas très soignés, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des bas salaires, ils vivent dans des conditions qui sont pas terribles. Les médecins, c'est différent, bien sûr, mais les soignants, c'est hyper dur de vivre avec des ados qui sont dans des situations, de désespoir intense. Et eux-mêmes, finalement, ils doivent gérer ça, donc ça a du sens. Mais en même temps, ils sont dans des conditions qui sont très précaires. Est-ce que cette figure, tu l'as récupérée d'un des centres dans lequel tu es allé, ou est-ce que tu l'as complètement imaginée? Et c'est quoi le rôle des soignants dans ce genre de centre? Le rôle des soignants, éducateurs, infirmières, psychiatres, psychologues, etc., gardiens, femmes de ménage. Tout le monde travaille. C'est-à-dire que, en fait, la femme de ménage ou la cuisinière dans le centre, elle participe à la réparation. Parce que ce n'est pas une soignante, et donc les jeunes, ils vont plus facilement aller vers elle. Et elle a un rôle, évidemment, de représenter une belle version de ce que c'est un adulte. Et elle va avoir des contacts très forts avec les enfants. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est sortir de son rôle et être à la fois, effectivement, la dame qui va nettoyer le sol, mais aussi la dame qui va réparer. Et ça, c'est formidable. Et moi, je ne l'ai pas mise dans le livre parce que ça rentrait pas. Et je voulais ce personnage de Smensk, qui est un éducateur un peu plus dur que les autres, mais qui a un peu le même regard, un peu cassé que les enfants. Et je voulais faire le parallèle, évidemment, en me demandant si ces soignants que j'ai rencontrés, moi, beaucoup dans les centres, est-ce qu'on devient soignant pour des enfants quand on n'a pas été soi-même un enfant à sauver? Et c'était une des questions. Et l'autre question, c'était se dire, est-ce que nous sommes vraiment nombreux à faire semblant d'être normaux, de pas avoir trop de blessures? Ouais. Et ce personnage-là, c'était ça. C'est comme le personnage principal, en fait, qui a soi-disant réussi sa vie parce qu'aujourd'hui il fait de la radio et il est connu dans son pays, etc. Il s'est sorti de là. Il est sorti de la route qu'on avait tracée pour lui. Combien nous sommes à faire semblant d'avoir eu des vies simples? Et est-ce que nous avons raison de faire semblant d'avoir eu des vies simples, ou est-ce qu'on devrait plus exposer le fait que ça n'a pas toujours été simple, ce qui serait une source d'espoir pour ceux pour qui c'est pas simple aujourd'hui, etc. Et j'ai voulu, à travers le personnage de Smensk, essayer de parler de ça. C'est un peu un anti-Instagram, quoi, ou un anti-réseaux sociaux de manière générale, parce que c'est vrai que sur Instagram, quand tu vas là, maintenant il y a un peu plus de place pour la vulnérabilité, mais qui est une vulnérabilité acceptable. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi ça me le fait pas trop, mais je sais par contre que Instagram, ça a des vraies répercussions mentales chez les gens. Moi j'ai cette chance de, je sais pas, parce que je sais que c'est pas la réalité, donc du coup c'est ça, t'as trop conscience. Ouais, j'en ai trop conscience pour que ça me touche, voilà. Mais c'est vrai que c'est, regarde ma meilleure vie en fait, tombe amoureux de ma meilleure vie. Et jalouse-moi. Et jalouse-moi d'une certaine manière, et aime-moi pour que je puisse t'ignorer quelque part. Il y a un peu de ça. Donc est-ce que c'est pas ce livre aussi une sorte de pied de nez, ou pas pied de nez, je sais pas, mais à tout ce qui se passe sur Instagram et TikTok et concerts? Ouais, je pense.
Je pense que c'est ça. C'est ouvrir la cage thoracique, montrer le cœur, tu vois, plutôt que déguiser et mettre des filtres. Ça, c'est sûr, tu vois. C'est sûr et certain. Cette espèce de création, de désir chez l'autre, de choses qu'il ne pourra pas avoir, est une horreur de notre société aujourd'hui. C'est marrant parce que à Bruxelles, il y a une avenue très connue qui s'appelle l'avenue Louise, avec des magasins de luxe. Et là, il y a, je peux dire les marques ? Oui. Il y a Gucci, Louis Vuitton, etc., etc. Et je passais un samedi matin la semaine dernière, et il y avait une barrière devant chez Louis Vuitton avec des gens qui faisaient la file. Et c'était fou, est-ce qu'ils avaient 20 ans ? Et en fait, je me suis arrêté. Moi, je suis journaliste, donc je pose des questions à tout le monde dans la rue, c'est une horreur. Et j'ai demandé à des gamins, vous allez acheter quoi, etc. Ah ben, je vais acheter une ceinture, je vais acheter une casquette, tu vois, les trucs les moins chers du magasin. Et t'as travaillé pour ça ? Et il y en a un, il m'a dit, j'ai travaillé 3 semaines. Et je vais m'acheter une casquette. Et on a créé chez lui un désir dégueulasse. Et il a travaillé 3 semaines, à mon avis, 2 heures par jour dans un bar, enfin j'en sais rien, et il a été s'acheter une casquette. Et il a le droit. Mais nous, on n'a pas le droit de lui créer ce désir. Et ce que fait Instagram, c'est créer des désirs vides. La beauté absolue, le paraître, enfin tout ce que Instagram vend comme nouveau désir, ce que la pub faisait avant, hein, mais ce qu'Instagram amplifie colossalement chez les jeunes, ou TikTok, et regarde ce que tu ne pourras jamais avoir, et il y en a, ils sont prêts à consacrer une dose d'énergie folle pour en avoir un petit peu. Ça veut dire rien, en fait. Et ça m'inquiète beaucoup parce que ça va créer beaucoup de frustration, ça va créer beaucoup d'injustice aussi, parce que, en fait, pourquoi moi, j'y ai pas droit ? En fait, le gamin dans Les Dragons, il dit ça. C'est moi qui ai choisi que la maison de mon père, c'était la plus moche de la rue. C'est moi qui ai choisi qu'on avait une vieille bagnole. Tu vois ? Non ? C'est comme ça. Comment voulez-vous, à un moment que ces enfants, après, ils trouvent que c'est juste ? On leur crée exactement le même désir que le fils du prince, mais eux, ils n'y ont pas droit. Tu vois ? Évidemment qu'ils trouvent qu'il y a de l'injustice. Une question un peu on the side, mais pour le professionnel que tu es. Tu disais tout à l'heure que les médias, ils parlent pas trop de ce genre de problématiques. Pour toi, c'est quoi le rôle des journalistes ? Parce qu'en fait, ils sont beaucoup décriés. Il y a un énorme problème de confiance dans le journalisme. Oui. On voit de plus en plus de la binarité aussi dans les médias. Et je me dis... Sur ce sujet-là, mais de manière générale, sur les autres sujets, est-ce que le rôle d'un journaliste, c'est pas d'être on dit, donc si c'est bleu et rouge, admettons les idées, high confidence blue, high confidence red, donc c'est très confiant dans le rouge, très confiant dans le bleu. Et est-ce qu'il y a la place du journaliste, c'est pas d'être high confidence gray, tu vois, au milieu ? Bien sûr, au milieu. Le journalisme, c'est écrire ou dire ce que certains n'ont pas envie d'entendre. Ça, je pense que c'est très important. C'est une des bases de notre métier. Moi, je suis intervieweur plutôt à la radio belge, et là, c'est partager des émotions. Une fois de plus, dire, en fait, on n'est pas seul. Tu vois ? On partage des histoires, on partage des émotions. C'est très différent la presse en Belgique et en France. Très, très différent. La presse belge a encore une forme de grande curiosité, etc. Mais c'est très explicable parce qu'on est un petit pays à côté de 2 très grands qui sont l'Allemagne et la France. Et en fait, on est négligeable. Quoi qu'on pense, tout le monde s'en fout. J'expliquais toujours, j'imagine toujours le bureau de Vladimir Poutine et un conseiller à lui qui arrive pour dire: le Premier ministre belge a condamné votre action, monsieur Poutine. Il n'en a rien à foutre. Qui ça ? Tu vois, exactement. Il dit: c'est où ça ? Et ça, c'est nous. La Belgique, tu vois, on est négligeable. Et donc, ça nous donne vachement de liberté. Vous êtes un pays puissant, un des pays les plus puissants d'Europe, que vous le vouliez ou pas. Et oui, en Europe. Vous dirigez l'Europe quand même avec l'Allemagne. Et je vois chez vous une binarité plus grande que chez nous. Par exemple, il y a un truc très bizarre en Fédération Wallonie-Bruxelles, là où j'habite, c'est la partie francophone de la Belgique. Il n'y a pas de parti d'extrême droite. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de racisme. Il y en a, c'est systémique. C'est pas forcément lié, mais il n'y a pas de parti d'extrême droite. Ça n'existe pas chez nous. Et je me pose toujours la question du pourquoi. Il y a moins... et ça, c'est très choquant pour nous quand on regarde la télé française, par exemple.
il n'y a pas l'expression de propos homophobes ou racistes dans nos médias. Ça n'existe pas, c'est condamné. Donc, il y a ce qu'on appelle un cordon sanitaire qui ne donne pas la parole à ces gens-là. Alors, est-ce que c'est une forme de censure, etc. On peut se poser la question, hein. Mais en tout cas, c'est ce qui existe chez nous. Et quand on entend, nous, la télévision française, par exemple, et certaines chaînes en particulier, n'est-ce pas? où on entend des propos hallucinants, des propos racistes, avec de grande écoute, sur des émissions qui font 1 million de spectateurs, nous, vraiment, on ne comprend pas. Chez nous, on ne comprend pas ça. Et je pense que c'est un problème, la binarité de la France aujourd'hui, la manière dont les médias sont un peu cadenassés, soit par ce qui est célèbre, soit par ce qui est polémique. Je pense que c'est dangereux. Et en même temps, il y a tellement de journalistes déments en France, de magazines déments en France, encore d'émissions démentes en France, où les gens prennent le temps de décrypter, d'analyser, avec des journalistes brillantissimes. Donc ça va. Mais c'est vrai qu'on voit, depuis quelques années, et notamment à cause de Bolloré, hein, tu vois, les rachats de Bolloré, que ce soit évidemment Canal, Europe, JDD, etc., etc. Et on se dit quand même que les élections présidentielles chez vous, c'est dans 3 ans. On se dit qu'il attaque tôt, que c'est pas fini, qu'il y aura d'autres rachats. Et on se dit qu'ils sont au début de leur transformation, ces médias-là, et on trouve déjà ça grave. Donc je suis assez inquiet, moi, pour le paysage médiatique francophone français, sur cette libération absolue de la parole dégueulasse. Ouais, c'est assez fou. En fait, et ça fait lien avec tout ce qu'on se raconte. Hein, oui, exactement. Parce qu'en fait, pour moi, le journalisme a un rôle majeur. Mais ce qui est intéressant, tu vois, moi, quand je regarde, par exemple, sur mon podcast et je réfléchis à l'audience, c'est pas que je sais pas comment ça marche. Je sais bien que les gens, ils ont envie d'avoir des gens célèbres, ils ont envie d'avoir des histoires individuelles, ils ont envie d'avoir de la... tu vois, un intervieweur qui rentre dedans, etc. Bon, c'est pas moi. Et du coup, je respecte pas ces règles de base. Et c'est même pas que j'ai pas accès à ces gens-là, c'est juste que j'ai pas envie de faire ça parce que ça m'intéresse pas. Et puis, un podcast, il y a la place pour tout le monde, surtout. Et voilà. C'est ça qui est génial. Mais si tu veux avoir de l'audience, néanmoins, ce qui intéresse les gens, ça reste ça. Et c'est ça qui est pervers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu parlais tout à l'heure des journalistes qui font un travail de fond, etc. Mais c'est pas forcément ce que les gens consomment. En tout cas, c'est pas ce que la majorité des gens consomment. Et ça, c'est aussi, je sais pas si c'est le syndrome, je sais pas exactement à quoi c'est lié, mais c'est hyper intéressant, je trouve, alors que c'est les médias ou les papiers ou peu importe, documentaires, les livres qui devraient être vus, lus, entendus, ben finalement, l'attention se porte ailleurs sur des histoires individuelles de gens célèbres dont on suppose une vie XY. Ouais. Je me pose la même question. Hein. Je fais de la radio tous les jours sur Service Public Belge et je sais que je dois faire un minimum d'audience. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que je vais recevoir, là, dans les semaines prochaines, Sophie Marceau, mais que je vais aussi, par ailleurs, contrebalancer et recevoir d'autres personnes absolument inconnues. Et c'est une forme d'équilibre et c'est une réalité. Mais c'est marrant ce que tu dis, la majorité là. Et si on commençait à s'en foutre de la majorité, si on l'envoyait à la merde, la majorité une bonne fois pour toutes, parce que la majorité qui arrive chez vous, moi j'ai envie de l'envoyer à la merde, j'ai pas envie d'en faire partie du tout. Et vraiment j'ai envie de la combattre, mais férocement. Et si on arrêtait de parler en termes de majorité et qu'on pensait en termes de minorité, sans communautarisme, surtout, parce que je pense que c'est ça qui va faire qu'on va échouer. Bien sûr. C'est qu'on va avoir 10 000 minorités et qu'aucune ne va être assez puissante pour émerger. Et si on parvient à faire parler les minorités sans communautarisme, sans et qu'il y ait une forme d'unité, de combat vers la norme, quel monde formidable ce serait. Dans Les Dragons, il y a une espèce de petite proposition comme ça, utopique, hein, j'en ai très conscience, où on dit la force est d'aimer le faible. C'est ce que le lecteur sort de la lecture des Souris et des Hommes de John Steinbeck. La force est d'aimer le faible. Si aujourd'hui dans notre société, la force, c'était pas d'avoir une voiture allemande ou d'être PDG, mais que la force, c'était reconnu par toutes et tous comme le fait d'aimer les plus faibles, bah moi je préférerais vivre dans cette société-là. Voilà.
Parfait. Mais ça peut venir que d'en dessous, parce que ceux d'en haut, ils ne vont jamais décider ça. Ah bah non. Ils t'ont pas aucun intérêt. Hein. Non. Le podcast s'appelle Vlan, donc je dois savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Ou ouvrir. Où claquer. Où et comme tu veux. Putain, c'est une bonne question. Je veux ouvrir la porte sur ces centres de soins pour adolescents, c'est ce que je fais dans les Dragons 1, très clairement, pour qu'on sache que les enfants ne souffrent pas que à cause de leur adolescence, mais à cause d'une souffrance réelle. Parce que c'est ce qu'ils m'ont demandé de dire, tous et toutes. Et la porte que je veux ouvrir, c'est clairement celle-là. Parfait. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à toi, Grégory. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.